Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pattern de Wyckoff qu'on a parlé dans la dernière vidéo. Que le survoler vite vite. Là, ce que je veux faire, c'est vraiment entrer en détail sur ce pattern-là. Dans le fond, d'où est-ce qu'il sort, à quoi qu'il sert, c'est quoi les phases, comment les phases fonctionnent. Puis surtout, je veux qu'on voit ensemble là, le degré de corrélation qu'il y a en ce moment sur le graphique du Bitcoin. Donc, je l'ai superposé les deux graphiques ensemble. Puis on peut voir déjà que le niveau de corrélation, il est énorme. Donc, j'ai en premier lieu tracé le wake-off sur le graphique de Bitcoin, celui qui est écrit en jaune, puis sur le graphique en bleu. Puis ensuite, on a celui qui est écrit en blanc sur le graphique en blanc, qui est le wake-off théorique. Donc, on a le Bitcoin qui est le graphique pratique, puis on a le wake-off théorique qui est le graphique blanc superposé. Que si on va suivre le premier à la base wake-off qui descend, on a le PS, qui est notre premier point. Sur ce point-là, on rebondit toujours, chose qu'on a faite. Puis ensuite, on est allé tracer le premier SC. Ensuite, on a une remontée en AR, une descente qui fait le point ST. C'est peut-être la seule place pour l'instant où on n'a pas une corrélation parce que le ST s'est fait un petit peu plus loin puis il n'est pas descendu aussi bas qu'on le montre dans les livres. Mais c'est pas pour autant que c'est invalidé. Ensuite de ça, on a eu notre correction en 3 coups. Donc, on voit ici 1, 2, 3, qui est notre remontée, on va dire, plutôt qu'une correction. Ici, les 3 coups, 1, 2, 3. Puis ensuite, une grosse descente en cascade jusqu'au point ST, où on devrait aller le tester 2 fois. Donc, pour l'instant, on l'a testé une fois. Reste à voir si on va avoir un prochain test prochainement sur le point ST. Ensuite de ça, on va avoir une grosse remontée pour aller retourner au point ST qu'on était juste avant pour former notre point qui va s'appeler le spring. Puis le spring, après, c'est le point là, c'est vraiment le point de pivot là, pour changer la tendance du marché. C'est vraiment un pattern de consolidation dans lequel on échange les jetons des mains fortes aux mains faibles. Ou plutôt des mains faibles aux mains fortes, tout dépendamment. Donc, on choisit, exemple, ici, sur le bas, on va échanger des mains faibles aux mains fortes. Puis sur le haut, on va échanger des mains fortes aux mains faibles dans le but de leur racheter un petit peu plus bas. Puis c'est vraiment un pattern d'accumulation utilisé seulement par les institutions. Il n'y a aucune personne comme vous et moi qui va jouer du wake-off. Le wake-off, c'est fait par des personnes qui ont de l'argent puis du volume énorme. C'est des personnes qui ont pas de fonds. Ils n'ont pas de fonds, ces personnes-là. Que sur le spring, surtout, là, ils vont toujours aller essayer de casser des niveaux plus bas pour aller chercher un dernier meilleur prix qu'ils peuvent avoir. Puis des fois, là, le support est tellement fort qu'ils n'ont même pas le temps d'acheter. Okay? Le pattern de wake-off, c'est vraiment d'invalider tous les volumes d'achat puis de vente sur le marché pour que la personne qui est en train de faire le wake-off reste tout seul sur le marché. Puis qu'il sache que dans la direction qu'il va envoyer le marché, c'est là que ça va s'en aller. C'est ça qu'on a en ce moment, un pattern de wake-off. On va aller lire théoriquement c'est quoi un pattern de wake-off. Donc, c'est ça. Comme je le disais, un pattern de Wyckoff, c'est une méthode qui a été développée par Richard Wyckoff dans les années 1930. C'est une série de principes et de stratégies initialement conçues pour les traders et investisseurs. Puis Wyckoff, il a consacré une partie de sa vie à enseigner l'analyse technique à travers cette technique-là qu'il avait développée. C'est des travaux qui impactent encore vraiment l'analyse technique moderne. Puis la méthode de Wyckoff était initialement axée sur les cours des actions, mais elle est maintenant appliquée partout sur tous les marchés, tous les marchés qui existent aujourd'hui. Même que, comme je le disais, c'est rendu aujourd'hui un pattern pour démontrer que les institutions sont dans la place, puis pour démontrer qu'ils contrôlent. Il n'y a pas personne qui va jouer du Wyckoff, comme je vous disais. Les seules personnes qui vont jouer du Wyckoff, c'est les institutions, puis ils vont jouer pour montrer à tout le monde qu'ils sont là, puis que les choses vont se passer. C'est le seul temps où vous allez voir du wake-off. Puis ce qui se passe sur Bitcoin en ce moment, c'est wake-off, par-dessus wake-off, par-dessus wake-off, par-dessus wake-off. Il ne se passe rien d'autre que du wake-off. Normalement, c'est un pattern qui est très, très, très rare. Puis là, ça fait 1 an qu'il y a juste du wake-off sur Bitcoin. On va continuer. On va aller voir les 3 lois fondamentales de wake-off. Le concept du composite man. Puis une méthode pour analyser les schémas de wake-off. Que ça va être une approche du marché en 5 étapes de wake-off. Que
En gros, les 3 lois de Wyckoff, c'est que la loi de l'offre, ça part à la base sur la loi de l'offre et la demande. La première loi stipule que les prix augmentent lorsque la demande est supérieure à l'offre, donc c'est très normal, et qu'ils baissent lorsque le contraire est vrai. Donc, s'il n'y a pas de... Si la demande est plus forte que l'offre, c'est une hausse des prix. Si la demande est plus faible que l'offre, c'est une baisse des prix. Si la demande est égale à l'offre, il n'y a pas de changement de prix significatif. Donc, le but des patterns de Wyckoff, c'est, à travers les institutions, de contrôler la demande pour qu'elle soit selon l'offre qu'on veut qu'il y ait sur le marché. Parce que, comme on le voit, si la demande est égale à l'offre, il n'y a pas de changement. Ce qu'on veut faire, c'est d'amener le marché à un point neutre pour le faire pivoter ou accumuler sur le point neutre. Donc, c'est vraiment de jouer sur l'offre et la demande. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas personne qui va jouer du Wyckoff, parce qu'il faut avoir les poches assez profondes pour pouvoir dire « j'achète tout ce qui passe » ou « je vends tout ce qui passe ». Il faut être assez fort financièrement pour pouvoir dire « moi, j'arrête le marché là ». Puis, non seulement de dire je l'arrête là, il faut que n'importe qui dit non, ça va monter, il faut être capable de l'absorber, cette personne-là. S'il y a 200 000 personnes qui ont 1 million, puis qui disent moi, je veux que ça monte, ben, il faut être capable d'absorber ces 200 000 personnes-là qui ont 1 million, puis dire non, ça monte pas. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas personne qui joue du Wyckoff autre que des institutions. Personne. Si on continue, la première loi de Wyckoff suggère qu'un excès de demande sur l'offre entraîne une hausse des prix parce qu'il y a plus de personnes acheteuses que vendeuses. Dans une situation où il y a plus de ventes que d'achats, l'offre dépasse la demande, ce qui entraîne une baisse du prix. De nombreux investisseurs qui suivent la méthode Wyckoff comparent les mesures de prix et les barres de volume comme moyen de mieux visualiser la relation entre l'offre et l'achat et la demande. Donc, c'est sûr que si on regarde les volumes, on peut savoir. Une fois que tous les prix ont été absorbés, exemple, tous les achats ont été absorbés ou toutes les ventes ont été absorbées, puis que tout ce qui reste, c'est aucune volatilité, puis on va jouer dans un range, exemple, entre le support et la résistance qui ont été établis à court terme, mais on sait qu'il n'y a plus personne sur le marché ou qu'il reste, il n'y a plus beaucoup de gens, il reste presque plus rien, puis ce qu'on va voir, c'est des faibles volumes. C'est ce que ça l'explique. Que la loi de la cause et de l'effet. Ça, c'est la deuxième loi de Wyckoff. Donc, on a la première loi qui est l'offre et la demande. La deuxième, c'est la cause et l'effet. Cette seconde loi stipule que les différences entre l'offre et la demande ne sont pas aléatoires. Au lieu de ça, elles viennent après des périodes de préparation, à la suite d'événements spécifiques. Donc, la préparation, la période de préparation pourrait être justement de neutraliser le marché dans le but d'accumuler. Ça pourrait être une période de préparation. Dans les termes de Wyckoff, une période d'accumulation, la cause, conduit finalement à une tendance haussière, qui est l'effet. La cause, c'est la période d'accumulation, puis l'effet de la période d'accumulation, c'est une hausse. En revanche, une période de distribution, une cause, aboutit à une tendance à la baisse. L'effet. Quelqu'un qui va distribuer, qui va vendre ses jetons toujours à l'infini, est la cause qui créera l'effet de la tendance baissière. Wyckoff a appliqué une technique d'analyse graphique unique pour estimer les effets potentiels d'une cause. Donc, la cause, qui est la distribution ici. En d'autres termes, il a créé des méthodes de définition de cibles de trading basées sur les périodes d'accumulation et de distribution. Cela lui a permis d'estimer l'extension probable d'une zone de marché après avoir rompu avec une zone de consolidation ou une zone de trading. La loi de l'effort et les résultats. Donc, on a la loi de la cause et l'effet. On a la loi de la demande, l'offre et la demande, puis la loi de l'effort versus le résultat. La troisième loi de Wyckoff stipule que les changements dans le prix d'un actif sont le résultat d'un effort. Okay. Quand on immobilise le marché pour créer une période d'accumulation, une zone d'accumulation ou une zone de distribution, clairement, ça prend de l'effort. Ça prend de l'effort monétaire. Il faut travailler fort pour arrêter le marché ou pour le changer de tendance, quelque chose comme ça. Vous voyez, il faut travailler fort pour ça. C'est la loi de l'effort qui donne un résultat.
On continue là-dessus. Si l'action des prix est en harmonie avec le volume, il y a une bonne chance que la tendance se poursuive. Mais si le volume et le prix divergent de manière significative, la tendance du marché risque de s'arrêter ou de changer de direction. Comme je le disais tantôt, s'il n'y a plus de volume, puis qu'on est dans une période calme, une période d'accumulation, ben, une fois qu'il n'y a plus personne qui achète puis qui vend puis qu'il ne se passe plus rien, puis qu'on est dans une période d'accumulation puis que le prix est arrêté, on sait où ça s'en va. Ça s'en va à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui vend. Puis on sait qu'à un certain point, on aura des gens qui vont acheter. Donc, par exemple, imaginez que le marché Bitcoin commence à se consolider avec un volume très élevé après une longue tendance à la baisse. Donc, il commence à se consolider, ça veut dire qu'il commence à être calme, commence à être tranquille. On commence à ranger sur des niveaux corrects. On commence à avoir quelque chose qui commence à être plus sur le plat. Comme ça. On commence à avoir quelque chose qui commence à être plus sur le plat. Le volume élevé indique un gros effort. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'échangent. C'est un gros effort. Il faut absorber les mouvements, il faut absorber les volumes d'achat, les volumes d'achat, les volumes de vente. Mais les mouvements latéraux, donc à faible volatilité, donc on voit ici clairement c'est à faible volatilité, suggèrent un petit résultat. Il y a donc beaucoup de Bitcoin qui changent de main, mais il n'y a pas de baisse ou de hausse de prix significatif. Donc, une telle situation pourrait indiquer que la tendance à la baisse est peut-être terminée et qu'une inversion de tendance est proche. Donc, ce qu'on voit de Wyckoff en ce moment, si on se fie à ce qu'on a vu, on voit qu'il y a eu une baisse, ils ont coupé le prix, ils l'ont arrêté là. OK? Ça, c'est l'effort. Donc, l'effort, ils ont arrêté ça ici. Ils ont joué avec les volumes, à acheter tout ce qui allait en dessous ici, puis à vendre tout ce qui s'en va en haut ici, pour garder les prix bas. Puis avec ce qu'ils ont vendu ici, ils rachètent là. Avec ce qu'ils vendent là, ils rachètent là. On voit, ce qu'ils vendent ici, ils rachètent là. Ce qu'ils achètent ici, ils le vendent là. On voit Wyckoff, c'est une période d'accumulation pour les institutions. Ensuite, après avoir vu l'effort et le résultat, on avait vu la cause et l'effet. Donc, la cause, on est en train d'arrêter le marché. On est en train de donner un support. On est en train de baisser les volumes. On est en train de faire en sorte qu'il y a moins de monde intéressé. L'effet, peut-être qu'à long terme, on va monter. Parce qu'on en avait parlé ici, dans ce coin-là, on en avait parlé que la cause et l'effet vont faire en sorte que ça va remonter si on est pour créer un changement de tendance. Ici, on voit que la demande et l'offre. L'offre et la demande. On voit à ce moment ici que l'offre est pas mal égale à la demande, tandis qu'ici, il y avait plus d'offres que de demandes, c'est pour ça que le prix descendait. Là, on est en zone neutre où l'offre est égale à la demande. Puis qu'est-ce qu'on va avoir plus tard? Ça va être une demande plus haute que l'offre. Pourquoi? Parce que ici, on échange de main. Ici en bas, on échange de main des gens qui ont les mains molles, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font avec leurs affaires, puis qui décident de vendre sur ces prix-là parce qu'ils ont peur. Les institutions achètent, puis les institutions les gardent, puis ils font vivre une montagne russe émotionnelle, qui est notre zone neutre, aux gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Puis avec ça, les institutions vont être prêtes à partir. Mais il faut comprendre que si ici, il y a 1000 bitcoins ou 1 million de bitcoins qui est passé des mains molles aux institutions, les institutions, ils ne vont pas revendre ici, là. Ils vont accumuler. Que, mettons, ici, ils ont fait plus 1000 bitcoins. Ici, ils font plus 1000 bitcoins. Ici, ils font plus 500 bitcoins. Puis en dessous, ici, sur le Spring, ils vont faire 2000 bitcoins. Fait que, mettons, ils ont fait 4500 bitcoins là-dessus. Ils disent, OK, c'est bon, on peut partir à la hausse. C'est ça qui se passe. C'est ça, Wyckoff. Puis, si on continue, on va voir que Wyckoff, on a le Composite Man. Donc, ça, c'était l'autre point qu'on avait parlé, là, qu'on voulait parler ici, dans les 3 lois fondamentales, le concept du Composite Man. Donc, le concept du Composite Man, je vous en ai déjà parlé pas mal. C'est le concept qu'il y a une institution qui est vraiment forte, qui peut tout acheter, halter le cours des prix, puis vraiment décider là, de ce qui se passe. Donc,
Euh, Wyckoff a créé l'idée du Composite Man ou du Composite Operator comme une identité imaginaire du marché. Il suggère que les investisseurs et les traders étudient le marché boursier comme si une entité unique le contrôlait. Donc, comme si on n'avait pas affaire à des milliers de personnes ou plusieurs personnes, mais comme si c'était juste une personne qui contrôlait le marché. C'est pour ça que depuis tantôt, je vous parle comme s'il y avait juste une institution qui faisait tout. Je vais vous donner un exemple pour comprendre pourquoi il faut voir comme s'il y avait juste une institution qui contrôlait le marché. Exemple, une équipe d'hockey. Une équipe d'hockey sait tous que quand la POC va arriver pour rentrer dans la zone adverse, ils savent tous que la ligne bleue, si la POC rentre après qu'il y ait un joueur, exemple qu'il y a déjà un joueur dans la zone, il sait qu'il va faire un offside. Il sait qu'il va faire un hors-jeu. Il sait que si le joueur rentre dans la zone adverse puis qu'il se fait faire une passe puis qu'il attrape la rondelle, il sait qu'il va se faire siffler puis que le jeu va s'arrêter puis qu'il va avoir une autre mise au jeu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va faire un offside. Mais si la POC est sur le bord de la ligne bleue puis que tous les joueurs se battent pour pas que la rondelle passe la ligne bleue après le joueur. Mais toute l'équipe va travailler à ça. Pourtant, c'est différentes personnes. C'est une seule entité. Pourquoi? Parce que tout le monde sait comment jouer le jeu. Tout le monde sait qu'il ne faut pas que la POC passe la ligne bleue après un joueur. Fait qu'il n'y a aucun joueur qui s'arrange pour que ça l'arrive. Tout le monde joue en conséquence parce que ça l'arrive pas. C'est pour ça qu'on parle d'une entité. C'est une équipe d'hockey, c'est une entité. Ben là, c'est des traders qui représentent le marché. OK? Le marché, c'est une entité parce qu'ils savent, ils regardent toutes la même affaire puis ils pensent tout pareil, ou à peu près. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils savent tout sur quel niveau jouer, ils savent tout sur quoi aller ou comment procéder. Comme je vous le dis, une équipe d'hockey, c'est une entité, puis ils savent tout quoi regarder. Ils savent tout. Quand il y a la mise au jeu, il faut tout qu'ils regardent. C'est qui a gagné la mise au jeu? Si ça rentre dans la... S'il y a une offensive, ils savent tout aussi. Il faut qu'on rentre la POC dans le but. Mais c'est la même chose. Quand on sait vers quoi on s'en va, puis c'est quoi les points, puis les niveaux, puis les buts, on s'oriente tous vers la même chose. On regarde toute la même chose, puis on joue autour de ça. C'est la même chose avec Wyckoff. On sait avec Wyckoff qu'il y a une entité qui nous compose, qui est le marché, qui est on va appeler le Composite Man. Il faut le voir comme si c'était une seule personne. Parce que la conscience globale de tout le monde ensemble devient le marché. Puis cette conscience globale-là, ensemble, regarde tous le même point, puis prend tous une décision qui revient à la meilleure décision à prendre, en fait. Donc, le Composite Man représente les plus grands acteurs, les faiseurs de marché, les market makers en anglais, tels que les riches individus et les investisseurs institutionnels. Okay? C'est pour ça que depuis le début, je vous parle que c'est une institution, c'est les investisseurs institutionnels, puis qu'il n'y a pas de personnes comme nous autres qui jouent ça. Parce que c'est vraiment les gens qui ont les poches assez profondes pour halter les prix. Mais il n'y a rien qui nous empêche de jouer avec eux sur les supports, les résistances, mais moi, c'est pas mon play. Moi, j'achète ici, puis je vends quand c'est parti. OK? Le comportement du Composite Man s'inscrit à l'encontre de la majorité des petits investisseurs. Parce que les petits investisseurs ne savent pas ce qu'ils font en général. C'est plate, mais c'est ça. 90% des gens perdent 90% de l'argent qu'ils mettent la première année sur les marchés. Quand ils commencent. Puis 90% des gens ne seront jamais profitables de leur vie. OK? Ça, c'est les marchés. C'est pour ça que je dis que Wyckoff, c'est dans la direction que ça devait aller. Quand on peut dire ici le Composite Man va toujours dans la direction que c'est la meilleure direction à aller. Parce que, selon moi, le collectif humain, comme on le voit, 90% des gens prennent toujours la mauvaise décision. Donc, selon moi, 90% des gens sont wrong. La majorité a
généralement très peu raison. Parce que ceux qui ont raison, c'est le 10%. Puis sur le 10%, il en reste une minorité qui sont vraiment en position de prendre les décisions puis de faire bouger le monde comme ils veulent. Puis on le voit avec des patterns comme Wyckoff. Donc, les petits investisseurs que Wyckoff a souvent observés perdent de l'argent. Okay? Les petits investisseurs perdent beaucoup d'argent dans Wyckoff. Selon Wyckoff, le Composite Man utilise une stratégie quelque peu prévisible de laquelle les investisseurs peuvent tirer des leçons. Okay? Wyckoff, c'est très prévisible. C'est écrit quelque peu prévisible, mais oui, c'est prévisible. On le sait, on le voit sur Wyckoff, qu'est-ce qui se passe. On fait vivre une montagne émotionnelle, des montagnes russes émotionnelles à toutes les fois. On va aller casser un petit peu plus bas, on va aller retester le niveau pour faire vivre la peur puis l'émotion de « Ah, j'aurais dû vendre quand c'était en haut, puis ci, puis ça », pour faire vendre le monde au pire moment sur le spring, puis qu'il manque toute la hausse. C'est ça, Wyckoff. Utilisons le concept du Composite Man pour illustrer un cycle de marché de manière simplifiée. Un tel cycle consiste en 4 phases principales. L'accumulation, la tendance haussière, la distribution et la tendance baissière. Donc, le Composite Man, on va voir, faut oublier pas, faut voir le marché comme si c'était une seule entité. Comme l'équipe de hockey. C'est le marché. Donc, on va voir la première phase qui est la phase d'accumulation. La phase d'accumulation, le Composite Man accumule ses actifs avant la plupart des investisseurs. OK? Donc, on pourrait voir ici le SC. C'est la zone d'accumulation du Composite Man. Quand tout le monde a peur, est en train de se garrocher pour vendre, le Composite Man embarque, il achète agressivement. Ça, c'est la zone d'accumulation du Composite Man. Cette phase est généralement marquée par un mouvement latéral, ni baissier ni haussier. L'accumulation est effectuée progressivement pour éviter que les prix ne changent de manière significative. Donc, il achète ici, puis après, il accumule. Puis là, on range dans cette zone-là. C'est pour ça qu'on dit que l'accumulation est effectuée progressivement pour éviter que le prix ne change de manière significative. Il va jouer les petits time frames pour accumuler le plus possible. Après l'accumulation, on l'avait vu avec la cause et effet. Qu'est-ce qui arrive après l'accumulation? C'est la tendance haussière. Quand le Composite Man détient suffisamment d'actions et que la force de vente est épuisée, il commence à pousser le marché en hausse. Naturellement, la tendance émergente attire plus d'investisseurs, entraînant une hausse de la demande. Parce que le marché monte. Okay? Quand le prix monte, les gens viennent. Okay? Ça, c'est étrange. Quand le prix monte, les gens viennent, puis quand le prix baisse, tout le monde se sauve. C'est l'inverse. Quand le prix descend, tout le monde devrait être là en train d'acheter. Quand ça monte, tout le monde devrait être en train de vendre. Mais c'est pour ça qu'on dit que 90% des gens sont pas profitables. Parce que 90% des gens vont venir juste quand ça monte. C'est pas le temps d'acheter quand ça monte, c'est le temps d'acheter quand ça baisse. Il peut y avoir plusieurs phases d'accumulation pendant une tendance haussière. Sur une tendance haussière, si on est pour monter, il peut y avoir plusieurs phases d'accumulation. Donc, ici, ça peut être notre première phase. On pourrait monter après ça jusqu'à 80 000, avoir une autre phase d'accumulation, puis monter après ça à 100 000. Okay? Il peut y avoir plusieurs phases d'accumulation sur une hausse. Nous pouvons les appeler des phases de réaccumulation. Donc, quand ça arrive, on peut réaccumuler sur un niveau plus haut, c'est une phase de réaccumulation. Où la tendance haussière générale se met temporairement en pause et se consolide pendant un certain temps avant de poursuivre son mouvement ascendant. Okay. Chaque fois qu'il y a une pause avant de continuer à monter, comme je le disais, on va avoir des phases de réaccumulation. C'est Wyckoff qui nous offre ça. Au fur et à mesure que le marché continue sa hausse, d'autres investisseurs sont encouragés à acheter. Sur la dernière phase, le grand public, ou du moins une foule élargie, le 90% qui perd tout le temps, en gros, se joint et s'implique au marché, généralement attiré par cette hausse des prix. À ce stade, la demande est excessivement supérieure à l'offre, parce qu'il y a trop de gens, justement. Il y a 90% du monde qui sont jamais là, qui n'ont pas d'affaires là, qui tout d'un coup sont toutes là et en veulent toutes. Fait que là, on voit que la demande est trop forte pour l'offre. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On casse l'offre. Comment est-ce qu'on casse l'offre? En contrôlant la demande. On va augmenter la demande
pour combler l'offre. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Par une phase de distribution. Dans cette phase, le Composite Man commence à distribuer ses parts. Il revend ses positions profitables à ceux qui rejoignent le marché tardivement. Okay. Lui est en gros profit. Là. Quand je vous disais, mettons le gars tantôt là, qui a fait 4500 bitcoins dans sa phase d'accumulation de Wyckoff, là, bon, il y a 4500 personnes qui veulent embarquer puis ils veulent tout un bitcoin. Ben, il leur vend tout. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui arrive? Le prix baisse. Parce que c'est 4500 personnes qui se ramassent avec un bitcoin dans les mains et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Typiquement, la phase de distribution est caractérisée par un mouvement latéral qui absorbe la demande jusqu'à son épuisement. Donc, c'est ça. Là, le Composite Man, il donne ses bitcoins. Ben, en fait, il vend ses bitcoins aux gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ils se le ramassent tout avec un bitcoin dans les mains. Puis là, ça ne monte plus. Puis là, ils ont tout un bitcoin dans les mains, puis ils attendent. Puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Puis ils attendent. Puis ils attendent. Puis ils ont le bitcoin dans les mains, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font encore. Puis là, ben, une fois que le Composite Man il a tout vendu ses bitcoins qu'il voulait vendre, ben, il s'arrange pour que le prix baisse. Puis là, ben, il y a 4500 personnes qui voient le prix du bitcoin baisser avec un bitcoin dans les mains. Puis là, ils jouent à patate chaude, ils savent plus quoi faire. Fait qu'ils la vendent le moins cher possible au premier venu. Puis ils garochent ça au bout de leurs bras. Puis c'est qui vous pensez qui est là au bout des bras puis qui est en train de racheter les jetons? C'est le Composite Man qui est en train de réaccumuler pour faire une nouvelle phase de Wyckoff. OK? Donc, ça va être la tendance baissière dans laquelle on va faire une phase d'accumulation pour acheter les jetons de la distribution à qui on a vendu à des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Le 90% qui n'est jamais profitable sur les marchés. Donc, accolé à la phase de distribution se trouve le renversement du marché, la tendance baissière. En d'autres termes, après que le Composite Man ait vendu une bonne partie de ses actions, il commence à pousser le marché à la baisse. Finalement, l'offre devient beaucoup plus grande que la demande et la tendance à la baisse est établie. Parallèlement à la tendance haussière, la tendance à la baisse peut également avoir des phases de redistribution. Ce sont essentiellement des consolidations à court terme entre les grandes baisses de prix. Elles peuvent généralement inclure des dead cat bounce, donc quand on est dans une grosse phase de correction, puis d'un coup, le prix il monte d'un coup, pas pour longtemps, vraiment juste une explosion du prix pendant la baisse. On appelle ça un dead cat bounce. Donc, sinon, on peut appeler ça des bull traps, c'est des pièges pour les gens qui pensent que le prix est en train de remonter, ou certains acheteurs sont pris au piège, justement, en espérant une inversion de tendance qui n'arrive pas. C'est pour ça qu'on dit un bull trap. Bull, c'est pour la hausse. Quand la tendance est à la baisse, quand la tendance à la baisse est finalement terminée, une nouvelle phase d'accumulation commence. Donc, ça, c'est les schémas de Wyckoff. Il y a les schémas d'accumulation, puis il y a les schémas de distribution. Le schéma d'accumulation, c'est en plusieurs phases. La phase A, comme on l'avait vu, c'est celle où on accumule vraiment des actifs. La phase A, c'est la force de vente diminue et la tendance baissière commence à ralentir. Cette phase est généralement marquée par une augmentation du volume de trading. Le support préliminaire indique que certains acheteurs se dévoilent, mais ils ne sont pas encore assez nombreux pour stopper cette tendance à la baisse. C'est celui-là ici, le SC. Non, le PSC ici. Le SC, c'est le Selling Climax, donc c'est celui-là ici. Donc, ils ne sont pas encore assez nombreux pour stopper la tendance baissière. Ils essayent, ça remonte. Suite de ça, le Selling Climax se forme suite à une force vendeuse intense. Parce qu'il n'y a plus personne pour acheter, parce que tout le monde a peur. Il va y avoir une capitulation qui va souvent être accompagnée d'une grande volatilité ou le panic selling, donc la vente en panique, induit de grandes bougies. Donc ça, c'est notre grande bougie de la vente en panique du Wyckoff. La baisse vertigineuse se renverse vite en remontée ou en automatique rallye. Donc après la grosse descente, on essaye d'absorber, d'acheter pour pas cher les rabais qu'on a temporairement. Puis c'est la zone d'achat aussi du Composite Man. Donc indirectement, il va y avoir une hausse automatique sur les achats du Composite Man qui va absorber toute la vente du marché. Donc, l'offre est excessive, elle est absorbée par les acheteurs. En général, la zone de trading d'un schéma d'accumulation est définie en tant que l'espace séparant le plus bas
SC et le plus bas AR. Le plus haut AR, excusez. Okay? C'est les deux-là ici qui vont établir notre zone de trading. Donc, notre support, notre résistance. Puis, on voit qu'en ce moment, sur Bitcoin, c'est respecté. C'est pourquoi que je pense que le modèle de Wyckoff il est vraiment le modèle à suivre en ce moment pour savoir ce qui s'en vient sur le Bitcoin. Comme le nom le suggère, le secondary test se produit lorsque le marché tombe à nouveau près de la région SC. Donc, SC, c'est le secondary test ici. Puis après ça, on en a un autre ici, là où on est rendu. Donc, proche de la région qu'on avait ici, le SC, le ST, secondary test. Le secondary test qui va tester si la tendance à la baisse est vraiment terminée ou non. À ce stade, le volume de trading et la volatilité du marché tendent à être inférieurs parce qu'on a déjà tout absorbé. Là, on commence à se calmer. Les volumes commencent à se calmer. Donc, on voit ici, gros volume. Les volumes ici commencent à se calmer parce que là, ben, on a absorbé ce qu'on avait absorbé. Les gens ne savent plus ce qu'ils font. Tous ceux qui faisaient quelque chose, on les a achetés ou vendus. On les a démolis. Ça, c'est la partie sur Wyckoff là, où les volumes se calment. On va avoir ensuite de ça, une fois qu'on va tomber dans la zone tranquille, la phase B. Donc, celle-là va être basée sur la loi de la cause et de l'effet. La phase B est une étape de consolidation pendant laquelle le composite man accumule le plus d'actifs possible. Pendant cette étape, le marché tend à tester à la fois les niveaux de résistance et de support. Donc, ceux qu'on va avoir établis, celui-là ici et celui-là ici, ça va tout le temps jouer entre les deux. Puis c'est dans cette zone-là que le composite man va se faire un stack pour la hausse. Simplement comme ça. Il peut y avoir plusieurs tests au ST. Donc, ici, le ST, il peut y avoir plusieurs tests. Donc, en théorie, c'est 2. En pratique, ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? C'est pas avantageux pour un composite man de faire trop de secondary tests parce que plus on teste un support de fois, puis souvent, plus le support devient faible. Même chose pour une résistance. Donc, si on veut que notre support reste fort, on ne veut pas le tester trop de fois. OK? Donc, le composite man va s'amuser à aller jouer quelques fois entre support-résistance, 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 dans le seul but d'accumuler, mais il va s'arranger toujours pour que le support tienne dans un Wyckoff accumulation, puis inversement, que la résistance va tenir dans un Wyckoff distribution. Donc, ça, c'est pour le Wyckoff. Dans certains cas, il peut y avoir des plus bas qui vont se créer. Comme on voit ici, il y a eu un plus bas qui s'est créé là, de quelques dollars, mais c'est quand même un plus bas qui s'est créé. Après ça, une fois que le composite man a commencé à jouer ici, puis qu'il a réussi à setter son premier ST, puis à commencer à consolider, les volumes ont baissé, puis tout ça, il va y avoir une phase C qui est d'accumulation. Donc, cette phase contient ce qu'on appelle un spring. C'est celui-là ici. Elle agit souvent comme le dernier bear trap. Donc, tantôt, on a parlé d'un bull trap qui était un piège pour les gens qui pensent que le prix va monter. Le bear trap, c'est l'inverse. C'est un prix pour les gens qui pensent que le prix va continuer de baisser. Donc, au cours de la phase C, le composite man veille à ce que l'offre sur le marché soit minimale. Donc, il y a presque plus de jetons qui se vendent. Okay? Il faut que tous les vendeurs aient vendu. Okay? Ça, c'est la phase C. Puis pour faire le spring, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a une hausse avant le spring. Okay? La raison pourquoi il y a la hausse avant le spring, c'est parce que tout le monde a vendu, il reste juste des acheteurs. Qu'est-ce qui arrive quand il y a juste des acheteurs? Le marché monte. Mais là, le composite man, lui, ce qu'il veut, vu qu'il n'y a plus personne qui vend, il sait que le marché va monter. Lui, ce qu'il veut, c'est aller chercher les jetons au meilleur prix possible. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va domper le marché. Il y a assez d'argent pour domper le marché et aller chercher des prix encore plus bas que le marché en ce moment. Ou plus bas que
le SC ou les ST qu'on a eu avant. Fait que son spring, en général, il va casser tous les supports qui ont été établis. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est un bear trap, parce que c'est là que les gens qui pensent que le marché va baisser vont vendre pour acheter moins cher. Puis c'est là qu'ils se font avoir. Parce que c'est le composite man qui est en train de cracher intentionnellement le marché, qu'il n'y a plus aucun vendeur, dans le but de prendre les meilleures positions possibles, très, très, très agressivement. Okay. On va voir que le ressort cause souvent les niveaux de support pour sortir les traders et tromper les investisseurs. On peut décrire cela comme une ultime tentative d'acheter des actions à un prix sous-coté. Okay, comme je viens de vous dire, c'est l'ultime tentative. Avant que la tendance haussière ne débute. Parce qu'il n'y a pas de pression baissière. Tout ce qu'il y a, c'est un marché qui monte tout seul parce qu'il y a juste des acheteurs. Fait qu'il en profite. Il en profite. Il dompe tout ce qui est accumulé pour le racheter 10% moins cher. Sur le dos de tout le monde. Okay. Les bear traps incitent les petits investisseurs à abandonner leur position. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça qu'on disait au début, là, plus haut, là, que les gens, les retail, les personnes qui savent ce qu'ils font vraiment, les gens, monsieur, madame, tout le monde, en général, se font avoir dans un wick-off parce qu'ils ont déjà eu assez mal. Ça fait des fois des mois qu'ils sont dans une zone de wick-off. Puis là, le prix casse le support. Puis ils se disent, ah là, c'est la fin. C'est là qu'ils vendent. C'est pour ça qu'on dit que wick-off, c'est un des patterns les plus prévisibles qui existent. Il faut juste savoir que c'est wick-off. Le problème, c'est ça. Les gens en général ne connaissent pas wick-off. Ils ne savent pas que c'est wick-off. Puis ils l'endurent, puis ça le ramasse d'un an. Donc, dans certains cas, les niveaux de support parviennent à tenir. Et le ressort ne se produit tout simplement pas. Ça veut dire que le composite mal, il a mal prévu son coût. Il a essayé de vendre pour aller se faire un meilleur prix d'achat. Puis il a tellement eu de pression d'achat finalement, il réalise qu'il a manqué d'argent. Puis le prix repart. Fait que des fois, le spring, là, il va pas y mettre un plus bas. Des fois, le spring, il va finir là. Il se rendra pas au point où il est supposé se rendre. Parce que tout simplement, il y a eu trop de pression d'achat. Okay? Vraiment, le wick-off, quand le spring arrive, quand on est rendu au spring, tout ce qui reste, c'est de la pression d'achat sur le marché. Puis la seule vente qu'il y a, c'est le composite man qui le fait. Donc, en d'autres termes, il peut y avoir des schémas d'accumulation qui présentent tous les éléments caractéristiques à l'exception du ressort. Pourtant, le schéma global va continuer d'être valable. Ensuite de ça, il va nous rester la phase D, puis la phase E. Donc, la phase D représente la transition entre la cause et l'effet. Elle se situe entre la zone d'accumulation, la phase C, et la sortie de la zone de trading, qui est la phase E. Donc, la phase E, c'est la hausse, carrément. C'est notre effet de la cause et l'effet. Donc, c'est l'effet de la cause qui est l'accumulation. C'est la phase E. Simple comme ça. Puis la phase D, c'est celle avec le spring là, où on va décoller, où il va y avoir le LPS puis le SOS. Donc, c'est quoi le LPS puis le SOS? On va en parler à l'instant. Donc, la zone se situe dans la... excusez-moi. Donc, typiquement, la phase D se distingue par une augmentation significative du volume de trading et de la volatilité. Donc, évidemment, si on a calmé le volume ici pour accumuler puis contrôler le marché, on veut que les gens reviennent. Si les gens reviennent puis qu'on n'est plus tout seul sur le marché, évidemment qu'il va y avoir plus de volume, il va y avoir plus de transactions qui vont se faire. Puis la volatilité va venir avec le volume puis le nombre de transactions qui se fait. Donc, à la fin d'un wick-off, on veut revoir les volumes monter parce que cette phase-là va posséder un point de support qui va être le point ici, où le market, le composite man, le market maker, va réessayer juste pour le fun, en prenant du profit, de voir si le marché peut soutenir le prix ou non. Mais généralement, l'environnement est assez bien testé pour que ça le fasse, que ça remonte sans problème, mais c'est sûr que le composite man va le tester. C'est sûr. Donc, il va créer un plus bas avant que le marché continue sa course haussière. Le LPS, donc ça ici, le premier point de support,
précède souvent une rupture des niveaux de résistance. Donc, on va voir qu'il va être juste avant le niveau de résistance qu'on a établi ici au AR au tout début, là, à la première remontée. Okay? Donc, sur le Bitcoin, en ce moment, ça serait 51 743. Okay. Le LPS va précéder la cassure du niveau de résistance qui crée à son tour des niveaux plus hauts une fois que la résistance est cassée. Cela entraîne ensuite des signs of strength, donc des signes de force, des SOS qui vont être ici, qui est la première résistance établie après la cassure de la résistance du Wyckoff. Celui-là va être déterminé par le fait que les précédents niveaux de résistance deviennent les niveaux support. Donc, on va vouloir aller retester toujours la dernière résistance pour s'assurer qu'on est sur quelque chose de ferme, que le plancher en dessous de nous est assez solide pour continuer notre hausse. Donc, malgré la terminologie quelque peu confuse, il peut y avoir plus d'un LPS pendant la phase D. Donc, pendant la phase D, ici, là, on pourrait avoir plusieurs fois, pour établir un point de support ici, un point de support ici, un point de support ici, puis finalement casser, aller établir le SOS, retester notre point de résistance qui va devenir peut-être notre support. Puis si ça fonctionne, que ça devient notre support, on décolle, le SOS est établi, les LPS sont établis, le Wyckoff est complété, on est parti pour un mouvement haussier. Donc, ces mouvements-là sont souvent accompagnés de volumes de trading augmentés. Donc, c'est sûr que c'est augmenté parce que là, on a une hausse des volumes, on a une hausse de l'intérêt, on a les gens qui sont jamais là, qui embarquent parce que le prix monte. Puis, tous ceux qui avaient peur, ils ont plus peur parce que ça monte. Puis là, ben, c'est l'opportunité. Après ça, on a tous les trend followers, ceux qui attendaient une cassure, ceux qui attendaient un retest d'un support, qui attendaient une confirmation du mouvement du marché. C'est tout là qui embarquent. Moi, je suis plus du genre embarqué dans le Wyckoff parce que je suis quand même gourmand. J'aime ça, ramasser la hausse au complet. Mais ceux qui attendent des signes de retournement, qui veulent être sûrs de leur coup, qui prennent moins de risques, ces personnes-là vont embarquer vraiment à la cassure du LPS avec le SOS établi qui va retester la résistance établie une fois en support quand ça va remonter. C'est ici. Donc, sur un graphique, mettons que ça ici, ça serait Wyckoff textbook. Ça serait quelque chose autour de 58 000, 59 000 US que les gens qui ne veulent pas prendre de risques embarqueraient sur le Bitcoin. Vous comprendrez que c'est avec un actif volatile comme le Bitcoin puis fort comme le Bitcoin, c'est déjà une hausse d'à peu près 50% à attendre une confirmation. Moi, pour 50%, j'attends pas de confirmation. Wyckoff, il est là. Les probabilités qu'il se réalisent sont très hautes. J'embarque. On verra si ça marche pas, là. Je peut-être. Les probabilités que j'aille des pertes sont peut-être plus hautes que quelqu'un qui embarque à la confirmation. Mais, personnellement, on a une très forte corrélation avec Wyckoff. Puis, je peux aller chercher 50% de gains de plus avant que les autres commencent à faire des gains. Pourquoi je le ferais pas? Ça, c'est pour Wyckoff. Puis, pour finir, comme je l'avais dit, on a la phase E, qui est la dernière étape du schéma d'accumulation. Elle est marquée par la rupture évidente de la zone latérale de trading. Donc, la zone latérale de trading, c'est celle-là ici. C'est la E, c'est la hausse ici. C'est la confirmation. C'est le support établi sur l'ancienne résistance. Puis, c'est le grand décollage. OK? Donc, ça, c'était pour le schéma d'accumulation. Puis, pour le schéma de distribution de Wyckoff, c'est un peu la même chose. Donc, je ne vais pas tout réexpliquer puis tout refaire encore au complet. La zone de distribution de Wyckoff, de toute façon, c'est pas ça qu'on a en ce moment. Donc, je vois pas. Ben, c'est important de le savoir, mais je vois pas pourquoi je m'attarderais sur ça parce que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est là-dessus. Mais le schéma de distribution, en fait, c'est presque la même chose, mais à l'inverse. Donc, en premier lieu, on va créer un mouvement haussier que des vendeurs vont essayer d'exténuer puis qui ne seront pas capables d'exténuer. Après ça, on va acheter tout ce que les gens essayent de vendre, puis on va vendre tout ce que les gens essayent d'acheter dans le niveau de résistance, mais dans le niveau de support, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de volume, jusqu'à temps que le marché soit sideways, donc qui range comme ça ici entre les deux. Puis, à partir du moment où on voit qu'il n'y a plus de volume d'achat, qu'il n'y a plus de volume de vente, qu'il n'y a plus rien qui se passe, on va pousser le marché à la hausse. Le Composite Man va acheter pour partir le marché à la hausse. Puis rendu ici au point C, il va vendre le plus qu'il peut pour crasher le marché. Puis une fois que le marché est crashé,
Ben c'est parti. On vient de créer notre mouvement à la baisse. C'est notre distribution. OK? Vous comprendrez que là, ici, où c'est écrit UTAD, au point le plus haut du marché, vous comprendrez que c'est là que le 90% des gens sont en train d'acheter. C'est là que le 90% des gens sont en train d'acheter sur le UTAD. Le pire temps pour embarquer, mais c'est là que le market maker, le composite man, vend tout parce qu'il y a trop de demandes, parce qu'il a créé lui-même la demande par la hausse du prix. Simple comme ça. Parce que les gens viennent juste quand le prix monte. Okay. Ça va être tout pour Wyckoff. Puis j'espère que ça va vous aider à comprendre ce qui se passe sur le marché aujourd'hui avec le Bitcoin, puis vers où tout ça, ça s'en va. On s'en est clairement, selon moi, dans une accumulation de Wyckoff. Puis l'accumulation de Wyckoff casse à la hausse. Parce que clairement, Wyckoff nous démontre tous les signes d'une manipulation de marché par une entité. Clairement. Puis le schéma de Wyckoff, c'est le schéma le plus prévisible. C'est un des seuls schémas qui donne un taux de réussite de 99%. C'est un des seuls schémas qui a un aussi haut taux de réussite pour ce qui est de la cassure à la hausse ou à la baisse. Donc, schéma d'accumulation de Wyckoff, 99% de chance de casser à la hausse. Puis un Wyckoff de distribution, 99% de chance de casser à la baisse. Puis on a textbook, un Wyckoff. À part peut-être pour le ST, ici, qui devrait être un petit peu plus bas. Mais je veux dire, il n'y a rien de parfait, là. Il n'y a rien de parfait. Ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Bonne journée.